Bonjour tout le monde, je suis le professeur Mohamed Zieni. Aujourd'hui, on va voir un autre exercice sur les applications linéaires. Donc pour cela, on va considérer l'application linéaire définie de R3 vers R2 de x qui à tout vecteur A, B, C de R3 il nous donne un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Donc ici, on pourra rappeler que R2 de x, c'est l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Et on connaît que sa dimension est égale à 2 plus 1 égale à 3. Et on va considérer la base canonique de R3 qui est égale à E1, E2, E3. Donc ici, vous savez bien que E1 égale à 1, 0, 0. E2 égale à 0, 1, 0. Et E3 égale à 0, 0, 1. Et on considère aussi la base canonique de R2 de x qui est égale à 1x, x carré. Dans la première question, on cherche à déterminer l'image de f et donner une base à cette sous-espace vectoriel de R2 de x. Donc là, je rappelle que si vous avez f est défini de R3 vers R2 de x, donc on sait que l'image de f il est ici, et l'image de f est un sous-espace vectoriel, de quoi? De R2 de x. Voilà. Très bien. Donc, on va essayer de résoudre la première question. Donc, on sait que si vous connaissez une famille génératrice de l'espace de départ, il est facile de trouver l'image de f. Donc, est-ce qu'on connaît une famille génératrice de R3? La réponse est oui, parce qu'on connaît déjà la base canonique, qui est déjà une famille libre et une famille génératrice. Donc, je sais que R3 est égal à le vecteur de la famille E1, E2, E3. Ça veut dire que la famille B qui est égale à E1, E2, E3 est une famille génératrice de R3. Et on sait que f est linéaire de R3 dans R2 de x. Et donc, ceci implique que qu'on peut trouver facilement et directement l'image de f sera le vecteur de quoi? De quelle famille? De f E1, f E2, f E3. Et donc, pour trouver l'image, il suffit de calculer l'image de chaque vecteur EI. Or, on sait que FE1, ça c'est f de 1, 0, 0. Et donc, on revient à la définition de f. Donc, regardez, f, il prend un vecteur A, B, C. F prend un vecteur A, B, C et il vous donne un polynôme de degré inférieur ou égal à 2, qui est A plus B plus C. Et donc, dans notre cas, c'est quoi A? Donc, A, c'est 1, B, c'est 0 et C, c'est 0. Et donc, il va nous donner quoi? Égal à 1 égal à 1 plus 0 fois 1 plus x
carré. Et ça égale à 1 plus x carré. Et on fait la même chose pour FE2. Donc FE2, c'est f de 0, 1, 0. Et ça, c'est 0 plus 1 plus 0 fois le même polynôme, 1x plus x carré. Et ceci d'après la définition de f. Il faut revenir toujours à la définition de f, qui est égale à 1 plus x carré. Et de même, vous allez trouver que f au 3 égale à f de 0, 0, 1. Et ça, c'est 0 plus 0 plus 1, 1 plus x carré. Ce qui est exactement 1 plus x carré. Donc, je vais noter ça, par exemple, le polynôme P1. Et ici, on trouve le même polynôme P1 et le même polynôme P1. Ceci va nous donner que l'image de f va devenir quoi? Tout simplement, le vecteur de quoi? De la famille P1. Et on a bien déterminé c'est quoi l'image de f. Ici, vous avez l'image de f et on vous demande de trouver une base de l'image de f. La réponse est plus facile. Parce que si vous prenez par exemple B1, si vous prenez B1 égale à P1, qu'est-ce qu'on peut dire de cette famille? Elle est déjà, c'est une famille génératrice. C'est une famille génératrice de l'image de f, parce que vous avez l'image de f, c'est le vecteur de P1, et vous avez B1, il est libre, car P1 est différent de 0 de R2 de x. Et on avait dit dans le cours que un vecteur non nul constitue une famille libre. Et donc, si vous regroupez ces deux conditions, on peut déduire que B1 est une base de l'image de f. Et en même temps, on peut déduire quelle est la dimension de l'image de f. Et la dimension de l'image de f égale à 1. Comment on appelle la dimension de l'image de f? On l'appelle le rang de f. Donc on a déduit, c'est le rang de f égale la dimension de l'image de f égale à 1. Ici, vous avez une remarque importante. On pourrait faire comme remarque. D'après le théorème de rang, qu'est-ce qu'on a? On a la dimension du cœur de f, qui est le noyau de f, plus le rang de f, qui est la dimension de l'image de f, égale à la dimension de l'espace de départ. Et ici, la dimension, notre espace de départ, c'est R3. On peut le voir dans notre exercice. Voilà. Et quelle est la dimension de R3? C'est 3. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura ceci, ça va nous donner que la dimension du noyau de f égale à 3 moins 1 égale à 2. Et donc, on a déjà une idée sur la dimension de noyau avant même de calculer le noyau comme sous-espace vectoriel de R3. Et donc, dans la deuxième question, on veut calculer le noyau de f. Le noyau, il est ici, il est dans l'espace de départ. C'est ça, le cœur de f. Et on sait que le cœur de f, est un sous-espace vectoriel de quoi? De R3. Et on sait que d'après le théorème de rang, je vais le rappeler ici que théorème de rang, c'est que la dimension de l'image f plus la dimension du cœur de f
égale à la dimension de l'espace de départ, qui dans notre exercice c'est R3. Et la dimension d'image, ce qu'on a, on l'appelle le rang de F. Très bien. Maintenant, on va passer à la deuxième question pour trouver le noyau de F. Voilà, c'est ça notre application linéaire. Notez que l'application F n'est pas un endomorphisme. Pourquoi? Parce que l'espace de départ est différent à l'espace dérivé. Très bien. Et une autre question, avant de déterminer même le noyau, j'ai une question ici. Est-ce que F est surjective? La réponse est non. Pourquoi? Parce que on avait dit que F est surjective. Voilà, on peut le faire ici comme question. Est-ce que F est surjective? La réponse est non. Tout simplement, pourquoi? Parce que F est surjective si l'image est égale à l'espace de dérivée. Et ici, vous avez la dimension de l'image, la dimension de l'image de F égale à 1. Et ça, c'est différent à 3 qui est égal à la dimension de R2 de X. Et donc, on déduit facilement que F n'est pas surjective. Pourquoi? Parce que l'image de F est différente de R2 de X. Et donc, pour que F soit surjective, il faut que l'image de F soit égale à l'espace dérivé. Je passe maintenant à la question 2 pour déterminer le noyau de F. Question 2. Quel est le cœur de F? Donc, on commence toujours par la définition. Donc, le cœur, donc je vais réécrire l'application, comme ça il sera devant nous. Donc, F, il est défini de R3 vers R2 de X, qui à toute vecteur A, B, C fait correspondre à plus B plus C. Donc, le résultat est un polynôme de degré inférieur ou égal à A2. Quelle est la définition du noyau? Donc, on va l'écrire ici. Donc, le cœur de F, c'est l'ensemble des vecteurs qui sont dans l'espace de départ. Donc, c'est l'ensemble des A, B, C dans R3, tel que F de A, B, C égale à 0 de l'espace dérivé. Puisqu'ici on cherche dans la deuxième question que le noyau est une base, on va essayer d'écrire le cœur sous forme d'un ensemble de vecteurs. Ok? Donc pour cela, vous allez prendre un vecteur arbitraire, par exemple A, B, C, dans le cœur de F. Et on va essayer d'écrire ce vecteur sous forme d'une combinaison linéaire d'un certain nombre de vecteurs. Alors, ça signifie quoi que ABC dans le noyau? Ça signifie que ABC est un vecteur de A3 et vous avez ABC égale à 0 de l'image, 0 de l'espace dérivé. Ceci implique quoi? Ceci implique que A plus B plus C fois le polynôme 1 plus x carré égale à 0 de R2 de x. Ici, vous avez un coefficient fois un polynôme non nul. Donc 1 plus x carré, c'est un vecteur non nul. Et donc, ceci implique tout simplement que A plus B plus C égale à 0. Ça, c'est différent de 0. On peut le noter ici. Donc, ceci implique quoi? Donc là, il faut considérer A plus B plus C comme un système linéaire. Ici, vous avez 3 variables et une seule équation. Donc, vous avez 2 paramètres. Donc, je peux par exemple exprimer A en fonction de B et de C. Et B et C vont devenir des paramètres.
Et donc, je vais revenir à mon vecteur de départ que j'ai pris arbitrairement dans le cœur de f. Ce vecteur-là va devenir sous la forme suivante. Donc, c'est moins b moins c. Ici, j'ai remplacé a par son expression. Ici, vous avez a. Et vous avez b et vous avez c. Ici, je peux factoriser par b et c. Ce sera moins 1, 0, 1, plus c facteur de moins 1, 0 et 1. On va noter ce vecteur comme U1 et ce vecteur comme U2. Qu'est-ce que vous remarquez? On a pris un vecteur arbitraire dans le noyau de f et on a trouvé qu'il s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire de U1 et U2. Et donc, tous les vecteurs de noyau sont une combinaison linéaire des vecteurs U1 et U2. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire de ça? On va déduire tout simplement que le cœur de f, c'est le vecteur de la famille U1 et U2. Et on a bien déterminé le noyau de f. Et vous remarquez qu'il s'agit d'un sous-espace vectoriel de R3, parce que le vecteur U1 il est dans R3 et le vecteur U2 est dans R3. Ici, il me demande de trouver une base de noyau. Ça, c'est plus facile à trouver. Vous avez plusieurs méthodes pour le faire. Par exemple, il suffit de dire, par exemple, que la famille B2 qui est égale à U1, U2, on a dit, c'est une famille génératrice de cœur de f. Parce que le cœur de f, c'est le vecteur de cette famille. Et on sait que quel est le cardinal de B2? Ici, égal à 2. Et d'après le théorème du rang, on avait trouvé que la dimension du cœur égale à 2. Et donc, ceci implique que B2 est une base de cœur de f. Deuxième méthode. On peut le faire avec une deuxième méthode. Ça veut dire, vous allez dire que B2 est génératrice de cœur de f et vous démontrez que B2 est une famille libre. Et là, ça va vous donner que B2 est une base de cœur de f. Vous avez le choix ici. Mais là, pour voir la famille B2 est libre, et ça, il faut le démontrer. Hein, vous allez faire comme exercice. C'est plus facile à faire. Hein. Vous allez prendre alpha U1 plus bêta U2 égale à 0. Vous allez trouver facilement que alpha et bêta sont égales à 0. Mais sinon, on a appliqué ici dans la première solution. Si le cardinal d'une famille de vecteurs est égal à la dimension d'espace et la famille est génératrice, cette famille devient une base. Très bien. On a terminé la deuxième question. Maintenant, on va prendre la troisième question. Donc, vous avez quoi? On considère le sous-espace vectoriel F engendré par P1, P2. Donc, pour cela, je vais revenir à ma première question pour changer la notation parce que ici, je vais noter ça Q1. Comme ça, pour ne pas mélanger avec l'énoncé, je vais noter ça Q1. Et là, vous aurez Q1. Et là, vous aurez Q1. Et là, vous aurez Q1, Q1, Q1. C'est juste pour ne pas mélanger avec l'énoncé. Hein, parce que dans l'énoncé, on avait noté avec les PI, la base de F. Très bien. Donc, je reviens à mon exercice. Donc, vous avez quoi? Vous avez F égale le vecteur de quoi? De P1, P2. Je vais réécrire la question. Donc, la question 3. Vous avez un grand F qui égale le vecteur de quoi? De P1, P2 avec P1 égale et P2
égale. Donc P1, c'était quoi? C'était le 1 plus x. On va essayer de le voir. Donc c'est 1 plus x et l'autre c'est 1 plus x carré. Donc P1 c'est 1 plus x et 1 plus x carré, comme donné dans l'exercice. On voit très bien que f est un sous-espace vectoriel de R de x. Parce que P1 il est dans R de x et P2 il est dans R de x. Et le vecteur de n'importe quel ensemble est un sous-espace vectoriel. Quelle est ma question? La question est déterminer une base de R. Ça c'est plus facile à faire. Donc on cherche à trouver une base de f. Il suffit de prendre la famille C1 égale à P1, P2. Cette famille-là, elle est comment? Elle est génératrice. Elle est génératrice de f. Parce que f, c'est le vecteur de cette famille. 2, il faut démontrer que C1 est libre. Pourquoi? Parce que si vous prenez des scalaires alpha, bêta dans R tels que alpha P1 plus bêta P2 égale à R2 de x, alors on aura le système suivant. Donc vous aurez alpha facteur de 1 plus x plus bêta facteur de 1 plus x carré égale à 0 de R2 de x. Et ça, on peut les écrire sous la forme de alpha plus bêta. Donc je vais factoriser avec les constantes. Après les coefficients de x, ce qui est alpha, tout simplement, plus les coefficients de x carré, qui est égal à bêta de x carré. Et ça égale à 0, plus 0x, plus 0 de x carré. Et donc, vous aurez automatiquement que alpha plus bêta égale à 0, et alpha égale à 0, et bêta égale à 0, par identification. Et donc, on a démontré que C1 est une famille génératrice et il est libre. Donc, on peut déduire facilement que C1 est une base de f. Et en même temps, on peut déduire que la dimension de f égale à 2. Très bien. Maintenant, on passe à la question B dans la troisième question. Montrer que f et l'image de f sont supplémentaires dans R2 de x. Donc, on va essayer de le faire ici. Dans la question B, on cherche à démontrer que f et l'image de notre application linéaire sont supplémentaires dans R2 de x. Ici, vous avez au moins 3 méthodes pour le faire. Donc, pour la première méthode, on va démontrer que la dimension de f plus la dimension de l'image de f égale à la dimension de R2 de x. Et vous démontrez que f inter l'image de f égale à 0 de R2 de x. Donc, si vous démontrez ces deux propriétés, vous avez bien démontré que f et l'image de f sont supplémentaires dans R2 de x. Allez-y, on va essayer de le faire une par une. Donc, c'est combien la dimension de f plus la dimension de l'image de f? On a tout ça. Donc, ça égale à combien? Donc, on a trouvé la dimension de grand F, c'est 2. Et on avait trouvé la dimension de l'image de f égale à 1. Et ça égale à 3. Et ça égale à la dimension de R2 de x. Maintenant, il me reste à déterminer l'intersection. Et donc, pour cela, on va prendre un vecteur arbitraire dans l'intersection.
Et on va démontrer que P égale à 0. Donc, soit P dans l'intersection, alors le vecteur P, il est dans les deux. Donc, il est dans grand F et P, il est dans l'image de F. Donc, c'est quoi grand F? Grand F, c'est le vecteur de P1 et P2. Et l'image de F, c'est le vecteur de Q1, d'après ce qu'on avait trouvé. Et donc, ça signifie quoi que P appartient, on peut l'écrire ici. Donc, vous avez P est dans grand F. Ça signifie que P s'écrit sous la forme de alpha P1 plus bêta P2. Avec P1, on la connaît, et P2, on la connaît. Donc, c'est quoi le vecteur P1? C'est 1 plus x, et P2, c'est le vecteur 1 plus x carré. Et ça signifie quoi que P est dans l'image de F? Donc, on va revenir à la définition de l'image de F. On avait trouvé quoi? On va revenir vers la définition de l'image. Il est là. Donc, la première page, je pense. Très bien. On avait trouvé l'image de F, c'est le vecteur de Q1. Il est là. Et donc, puisque le vecteur P est dans l'image, il sera une combinaison linéaire de Q1. Voilà, on va l'écrire. Et donc, on écrit P sous la forme de gamma, par exemple, gamma fois Q1. Ça signifie quoi? Donc, vous avez P égale à alpha P1 plus bêta P2 et P égale à alpha Q1, gamma Q1. Ceci implique que alpha P1 plus bêta P2 égale à gamma Q1. Et je vais remettre tout à droite, à gauche, plutôt, ou à droite, comme vous voulez. Vous aurez alpha P1 plus bêta P2 moins gamma Q1 égale à 0 de R2 de X. Et après, je vais remplacer. Donc, vous aurez alpha facteur de 1 plus X plus bêta de 1 plus x carré, d'après la définition de P1 et P2, moins gamma, et on sait que Q1 c'est 1 plus x carré. Et ça égale à 0 de R2 de x. Et donc, ceci implique quoi? On va factoriser par, on va regrouper les termes des constantes, les termes de x et les termes de x carré. Vous aurez alpha plus bêta moins gamma, plus, quels sont les termes de x? Vous avez les coefficients de x, c'est alpha. Le deuxième, on n'a pas, moins gamma, x, plus les coefficients de x carré. Vous avez bêta moins gamma égale à 0 plus 0x plus 0x carré. Et donc, on aura le système suivant. Donc, on va identifier. Donc, vous aurez alpha plus bêta moins gamma égale à 0. Alpha moins gamma égale à 0. Et bêta moins gamma égale à 0. Très bien, on va faire voici. Donc, je ne vais pas changer la première ligne. C'est alpha plus bêta moins gamma égale à 0. Et après, je vais faire la deuxième ligne. Reçoit la deuxième ligne moins la première ligne. Donc, vous aurez ici moins bêta égale à 0, parce que vous aurez alpha moins alpha, c'est 0. 0 moins bêta, c'est moins bêta. Et moins gamma, moins gamma, c'est 0. Et vous aurez bêta moins gamma égale à 0. Très bien. Ceci, ça va nous donner que bêta égale à 0 dans la deuxième équation. Si vous remplacez dans la troisième équation, vous aurez gamma égale à 0. Et si vous remplacez dans la première équation, vous aurez alpha égale à 0. Très bien. On a trouvé alpha égale à bêta égale à gamma égale à 0. Maintenant, si je reviens pour remplacer ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que P égale à alpha P1 plus bêta P2 égale à 0. Ou encore, 0 de quoi? C'est 0 de A2X. OK? Ou de même, vous avez P, c'est aussi égale à gamma Q1 égale à 0 de R2 de X. Et donc, puisque vous avez pris un vecteur arbitraire dans l'intersection, et vous avez trouvé qui est égal à 0,
Donc, chaque vecteur dans l'intersection de f et l'image de f égale à 0. Donc, on déduit que le grand F inter l'image de f égale à 0 de R2 de x. Et donc, on a l'image de f inter grand F, c'est 0 de R de x. Et on sait que la dimension de l'image de f plus la dimension de f, c'est la dimension de R de x. Donc, la conclusion, que l'image de f et grand F sont supplémentaires dans R2 de x. La méthode 2, je vais juste vous donner qu'est-ce que vous devez démontrer. Donc, vous pouvez faire une deuxième méthode, ou la solution 2. Il suffit de démontrer que la famille C, qui est un regroupement de la base de f et la base de l'image de f, et vous démontrez que c'est une base de R de x. Il suffit de démontrer quelle est l'image de f. Quelle est la base de f? On avait dit que c'est P1, P2. Et vous regroupez Q1. Donc, regardez, on a regroupé la base de f et une base de l'image de f. Il suffit de démontrer que ceci est une base de R2 de x. Si vous arrivez à démontrer ça, vous avez bien démontré le résultat demandé, que f et l'image de f sont supplémentaires de R2 de x. Comment je vais démontrer que P1, P2, Q1 est une base de R2 de x? Ça, c'est facile à faire. Il suffit de démontrer, on a déjà le cardinal de C égale à 3, et ça, c'est la dimension de R2 de x. Et il faut démontrer en plus que C est libre. Et ça, c'est facile à démontrer. Donc, si vous démontrez que la famille C est libre, et vous avez déjà que le cardinal de C, c'est la dimension de R de x. Donc, vous aurez quoi? Vous aurez que la famille C est une base de R2 de x. Et si vous démontrez ça, vous avez bien démontré que f et l'image de f sont supplémentaires dans R2 de x. Voilà, on a bien terminé cet exercice. Je vous souhaite bon courage et à une prochaine vidéo.